Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le doyen, Mohamed Naji, pour continuer à nous donner cette plateforme qui répond aux prérogatives du ministère, celle de pouvoir ouvrir l'enseignement à un enseignement aussi hybride. Donc aujourd'hui, mon intervention, elle trouve sa justification dans ce sens où la présentation que je vais faire ici, elle a comme but de renforcer le cours que j'ai dispensé durant ce semestre par rapport aux étudiants S5, le cours qui a été intitulé, ou qui est intitulé Éléments de critique littéraire. Donc, à la demande de Kuliat TV, que je remercie au passage, je reprends les séminaires que j'ai donnés la semaine dernière autour de passages parallèles dans la poésie ou dans l'écriture poétique de Rimbaud, que ce soit dans le recueil Illumination et également le recueil 16 ans en enfer. Donc, de quoi s'agit-il? Au fait, il s'agit d'éléments de critique littéraire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par élément de critique littéraire? Et vous avez d'abord la critique, vous êtes assez avancé dans vos études pour savoir que le mot critique, dans le contexte des sciences humaines, signifie, parce que le mot est polysémique, il peut signifier aussi dénigrer, mais dans le sens des recherches universitaires, il signifie la lecture du texte. Quelle lecture aborder pour ouvrir un texte, pour interpréter un texte? Et nous avons choisi ce semestre de nous intéresser au passage parallèle. Mais peut-on parler de passage parallèle sans parler de l'intertextualité, c'est-à-dire du dialogue qui existe entre les textes, parce que les textes finalement sont souvent des reprises d'autres textes. Le mot d'intertextualité, je ne vais pas faire une présentation théorique. Le cours de cette année a été plutôt centré sur les outils, ceux-là même qui vont vous aider à réussir dans vos concours, à accéder à un savoir-faire. Parce que le cadre théorique, il est polémique, il est discutable. Donc le mot d'intertextualité, comme vous le savez, il a été créé par Kristeva, pour laquelle l'intertextualité, c'est le fait qu'un texte est tissé et traversé en filigrane par une mosaïque de citations. Et cette conception a été élargie par Umberto Eco, par Rifater, pour qui le texte est toujours lié à la mémoire du lecteur qui va retrouver dans ses lectures des correspondances entre les textes. Et puis, vous le savez, Roland Barthes, pour lequel tout texte est un intertexte, et Gérard Genette, bien sûr, qui en 1982, dans son livre Palimpseste, a donné à l'intertextualité une classification, une taxonomie qui bien sûr, regroupe toutes les formes d'intertextualité, telles que la paratextualité, par exemple, la métatextualité, l'hypertextualité, l'architecturalité. Ce sont des concepts qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'approche intertextuelle, mais qui sont théoriques, qui sont, je dirais, de l'ordre du polémique. Et autour de ces questions, j'ai choisi pour vous cette année d'étudier les textes à partir de l'approche de l'analyse des passages parallèles sur laquelle je reviendrai en abordant le poème que aujourd'hui nous avons à l'étude comme une illustration, celui des Sœurs de Charité. En réalité, l'intertextualité est vieille comme l'est le monde. On la retrouve chez, bien sûr, Aristote dans la poétique, dans la question de l'archétype des genres. On la retrouve surtout dans le débat qui a réuni ou qui a défini le dialogue entre les classiques et les humanistes dans cette réplique ingénieuse de Pascal quant à l'Académie française. Les modernes l'ont traité d'un écrivain qui plagie. Et lui de répondre, si c'est dit d'avance,
je l'ai fait mien. Je l'ai fait mien. Et dans les fragments de pensée, il assène cette réplique à l'endroit de Montaigne qui était déjà mort, mais le dialogue, il reste intellectuel ou anachronique. Et je rappellerai la citation. L'écriture de Montaigne est une émulation. Ne me dites pas que j'ai rien dit de nouveau. Quand je joue à la pomme, c'est-à-dire la pomme P-A-U-M, pas la pomme qu'on mange, c'est-à-dire le jeu de pomme, c'est le tennis ancien. C'est d'une même balle que joue l'autre, mais l'un la place mieux. Et donc, la question qui se pose vis-à-vis de l'intertextualité, c'est ce dialogue qui existe, qui est implicite, qui est latent, qui existe entre les textes. Et donc, Umberto Eco a ciblé la question de manière très pointue, et c'est un concept sur lequel cette année nous avons travaillé, l'impression d'un déjà vu. D'un déjà vu. Et je vous donne, c'est un exemple qui m'est très cher, parce qu'un jour j'étais dans une conférence, dans un colloque, et j'entendais un professeur qui donnait comme exemple dans son analyse intertextuelle un poème de Al-Mutanabbi, dans lequel, si ma mémoire est bonne, le poète disait « La tahsibu sha'ri baynakum taraba, al-usfuru yarqusu madbuhan min alamin » N'allez pas croire que ma danse entre vous est une extase. Rappelez-vous que le rossignol danse, je peux traduire, ensanglanté de douleur. Et très vite dans ma mémoire, je retrouve un poème de Baudelaire, à une passante, dans lequel le poète parle le plaisir qui tue, le plaisir qui tue. La poésie, la création est mortifère. Donc, et la question qui est importante et sur laquelle je vais insister aujourd'hui, parce qu'on me dira, mais Rifater l'a dit, il a dit que c'est quoi l'intertextualité? C'est ce que le lecteur retrouve dans sa mémoire. Et vous pouvez me dire, on peut rétorquer, mais monsieur, comment voulez-vous que je trouve une réminiscence, ça veut dire un souvenir, à partir d'un texte, d'un autre texte, si je ne connaissais pas cet autre texte? Comment je peux faire un rapprochement entre Al-Mutanabbi et Baudelaire si moi-même je ne connais pas le poème à une passante? Et dans ce cas-là, je parlerai de le lecteur idéal, qui est une production du professeur. Le prof, il est là, et c'est ça le cours en amont, en aval, c'est-à-dire en amont, le prof, il est là pour justement donner ces clés-là à travers tout le parcours que nous avons eu, donner ces réminiscences, donner ces intertextes, ces références textuelles qui vont construire l'encyclopédie de l'étudiant qui lui permettra, en tous les cas par rapport à un contexte littéraire, de pouvoir faire des liens entre les textes. Et là, je commencerai par la question de l'intertextualité. On ne peut pas parler de passage parallèle en escamotant l'intertextualité, parce que les passages parallèles, je reviendrai sur la définition en présentant le poème Les Sœurs de Charité. Les passages parallèles sont un élément principal de l'approche intertextuelle. Et je définirai, pour ma part, parce que c'est ça aussi la didactique, c'est pouvoir, à travers tout ce marasme théorique, pouvoir sortir un outil fonctionnel ici à Agadir, ici au département de langue et littérature française, et celui de la signifiance. La signifiance, c'est un élément que Roland Barthes a mis au devant de sa réflexion, et qui est difficile à saisir en tous les cas, mais qu'on peut résumer ainsi. Il y aurait dans une production, je parlerai littéraire, peut-être au-delà de littéraire, il y aurait trois éléments importants. Il y aurait le sens du mot, le sens il est donné dans les dictionnaires, et il est souvent polysémique. Je vous dis, vous êtes réunis en bande et vous me dites, est-ce que vous vous moquez de moi? J'ai dit non, réunir en bande, ça veut dire des amis. Et vous me dites non, le mot bande veut dire aussi des bandits, hein.
au tribunal, le procureur accuse l'inculpé d'appartenir à une bande organisée. Et donc le mot il est polysémique et souvent en langue française le mot est polysémique et c'est sa signification, donc il aurait le sens qui est celui dans le dictionnaire, qui est polysémique, qui acquiert différents sens, il y aurait sa signification dans le texte qui est liée à une connotation, qui est liée, on va le voir, à une usotopie, à des trous du texte qui est parfois difficile à remplir. Ce sont le fait que des fois on ne comprend pas le texte. Et surtout en ce qui concerne l'ironie, et je vais essayer d'avancer, d'aller plus vite dans le texte. L'ironie, ce sont des clins d'œil sémantiques que le texte en filigrane va intégrer. Il y aurait bien sûr la signifiance. C'est quoi la signifiance? C'est qu'au-delà de la signifiance, ça veut dire de cette signification imprimée par un mot qui vient de la langue, imprimé dans le texte, il y aurait la signifiance, ça veut dire le fait que le texte renvoie à d'autres textes. Au-delà du sens du texte, et Roland Barthes, il convoque dans ce texte qui est lui qui m'est personnellement très cher et qui est très fonctionnel, de la littérature Grasset, 2003, dans un chapitre intitulé « L'ironie intertextuelle ». L'ironie intertextuelle, et dans lequel il parle de signifiance, et je convoquerai le même exemple que je vous ai proposé le jour du séminaire, celui par exemple de Molière. Molière qui a été respecté même plus tard par Victor Hugo, parce qu'il était orthodoxe, parce que justement il n'était pas inscrit dans un genre spécifique. Molière par exemple, et je donnerai l'exemple de Tartuffe, Molière, dans le mot, alors Umberto Eco, il parle d'implication horizontale et paradigmatique, hein. Et donc syntagmatique et paradigmatique, une implication. C'est-à-dire, il y aurait l'histoire, la fabula, qui est une sorte de syntaxe, hein. Il était une fois, il y a des événements, il y a une trame, c'est-à-dire il y a une suite horizontale. Il y aurait le contraire, c'est-à-dire la signifiance. Il y aurait par exemple l'histoire, je prends Tartuffe, l'histoire de quelqu'un, d'un aristocrate qui amène une sorte de personne qui va éduquer de manière, sur le plan religieux, sa femme, et la personne qui est venue pour éduquer la femme de l'aristocrate, lui manque de respect, ou il est insolent avec elle, il est indécent, on va dire le mot plus juste. Et quand la femme parle de cet événement à son mari ne pouvait pas croire qu'un tel homme religieux peut s'avérer aussi indécent que cela. Elle lui propose propose son mari de se mettre sous la table et ainsi de suite pour écouter la conversation qu'elle va avoir et pour le démasquer. Et bien sûr, il y a tout un jeu, parce que le théâtre est fait pour être, disait Molière, pour être joué. Il y a tout un jeu avec le spectateur qui est là, qui regarde. La personne ne sait pas que le mari est caché, et donc tout un jeu. Ça, c'est l'histoire, la fabula. Il y aurait la signifiance, c'est-à-dire la référence culturelle. Au-delà de sens, au-delà de cette histoire qu'on peut raconter, il y a le fait que dans cette histoire, la matière et la manière, qu'est-ce que fait Molière? Il ne respecte pas, dans cette forme-là, il ne respecte pas le code du théâtre imprimé par Aristote dans sa poétique, qui stipule qu'il ne faut pas mélanger le genre. Dans Tartuffe, il y a un mélange de genres qui est le mélange de comique et tragique. Et dans le théâtre classique, à l'Académie française, en suivant les ordres laissés par le grand maître grec Aristote, il ne faut pas mélanger le genre. Vous pouvez jouer la tragédie ou vous pouvez jouer le comique. Le comique était mal vu et comment s'appelle Victor Hugo, pas Victor Hugo, pardon, Molière ne respectait pas cet ordre-là. Et donc au-delà de cette histoire racontée, il y aurait la manière. Il y a l'histoire et il y a la manière, et ce qu'on peut appeler par
la signifiance. Je prendrai le deuxième exemple très vite. Madame Bovary, l'histoire de Madame Bovary, on peut la raconter, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a vécu dans un couvent et qui lisait beaucoup les romans d'amour. Et quand elle est sortie du couvent, elle s'est mariée avec un homme qui est un peu médiocre, c'est pas un vrai médecin, mais c'est un petit médecin de campagne. La nuit de noces se passe très mal, elle s'ennuie avec lui dans un village de province, et donc elle va essayer de trouver cet amour qu'elle a lu dans le roman. Elle va rencontrer les amants, il y a 2 amants qui ont traversé sa vie, et qui sont des libertins qui vont se moquer d'elle, et au final, elle va avoir des dettes en plus, elle va se suicider. Ça, c'est l'histoire. Mais la manière qui compte, c'est cette histoire, elle est racontée à travers une matière. Et cette matière, elle répond à ce que dit Baudelaire, Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire, au-delà de cette histoire racontée, le fabuleux roman de Madame Bovary, c'est un roman dans lequel l'auteur, à travers le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, on brûle ce qu'on adore, il détruit à travers Madame Bovary, il détruit toutes les lectures romanesques et on trouve l'ironie, la parodie. Au-delà de cette histoire, Madame Bovary devient une allégorie des lectures qu'a lu Flaubert et qu'à la fin de sa vie, au milieu à la fin de cette lecture romantique, quand il commence à élaborer en 1857 ce roman fabuleux, il décide de se débarrasser de ces lectures-là. Et donc, il va mettre l'ironie, il va mettre la parodie, et donc on n'est plus dans l'histoire, on est dans la matière. Et là, je reviens sur, bien sûr, la citation fabuleuse qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve surtout dans Essai critique de Roland Barthes, publié en 1982, et qui postule cette définition de l'écrivain, et qui nous dit l'écrivain est celui qui absorbe, et écoutez bien l'adverbe, radicalement, le pourquoi du monde dans un comment écrire. Donc, ce qui compte dans l'approche intertextuelle, ce n'est plus la fabula, l'histoire que quelqu'un peut raconter dans un café, hein, qu'on peut raconter entre nous, mais ce qui compte le plus, c'est la matière avec laquelle, la matière avec laquelle cette histoire, et qui nous donne cette leçon-là, les textes littéraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient à une culture littéraire, au-delà, parce que l'illusion du réel, le réel n'existe pas. Le réel en littérature, c'est une illusion. Et Roland Barthes appelle l'effet de réel. L'effet de réel n'est là que pour peut-être imprimer une leçon humaine, poser la question, parce que, comme dit Pascal, la question, elle est la même, et on va la retrouver chez Baudelaire, elle est celle de la mort et celle de l'ennui. Tout écrivain, tout créateur, donc ce n'est pas intéressant, qui absorbe radicalement le pourquoi du monde. Il l'évacue. Pourquoi? Parce que le pourquoi du monde, il est toujours le même. Il est celui de la mort et il est celui de l'ennui. On écrit parce qu'on s'ennuie et l'ennui, il nous renvoie à la mort. Et bien sûr, nous retrouvons cette fabuleuse citation instillée dans l'histoire littéraire, celle de Pascal, un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Le divertissement qui, pour Pascal, veut trouver une solution à l'ennui et qui finalement renvoie toujours l'homme face à sa propre illusion. Et donc, pour Pascal, c'est la foi, et on va voir pour les hommes de lettres, c'est autre chose, c'est la création. Donc, maintenant, l'approche, vous pouvez le voir, on va aller vers comment s'appelle, les passages parallèles, mais en tout cas, vous verrez l'approche intertextuelle dans laquelle s'est inscrit ce cours est celle d'un lecteur idéal que le prof en filigrane à travers les séances aura fait émerger à travers son encyclopédie à lui, parce qu'elle est aussi limitée. Si moi, aujourd'hui, j'ai des clés pour lire le texte de Rimbaud que vous avez entre les mains, les Sœurs de Charité, combien de clés me manqueront pour avoir une autre lecture? Et là, vous retrouvez, bien sûr, Maurice Blanchot,
je n'ai pas ici le livre, dans son fabuleux texte « Le livre à venir », 1954, dans lequel il nous recommande ce protocole de lecture du texte. Et il nous dit, il faut rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre, mais qu'il s'écrit sans lui. Il faut rappeler à l'auteur. Soit-il mort, bien sûr. Il faut rappeler à l'auteur, à ceux qui veulent lire le texte à partir d'une intention. Il faut rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre, mais qu'il s'écrit sans lui. Et qu'aussi décide qu'il désire être, même s'il est conscient. Hein? Il est devant une écriture qui le menace, qui le dépasse, si même elle le menace dans un obscur mouvement. Il faut rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre, mais qu'il s'écrit sans lui, et qu'aussi décide qu'il désire être, il est livré à une expérience qui le dépasse, si même elle le menace, parce qu'il y a des écrivains qui, devant ce marasme d'écriture, se sont suicidés ou sont devenus fous. Nerva s'est suicidé, et bien sûr, l'autre réaliste, Maupassant, est devenu fou. Donc, dans un obscur mouvement, et je retiendrai le mot obscur mouvement, l'écriture est un obscur mouvement qui dépasse même l'auteur. Et donc, nous, on est là pour étudier cet obscur mouvement qui, d'autant plus chez Rimbaud, est encore, comment ça s'appelle, incertain. Puisque l'auteur, il nous dit dans Parade, « J'ai seul les clés de cette parade sauvage ». Dès l'entrée, l'auteur, Rimbaud, il nous dit « Vous n'allez pas comprendre ma poésie, j'ai seul les clés de cette parade sauvage ». Et donc, là, nous avons donc les passages parallèles. Les passages parallèles, je donnerai une définition. Je commencerai donc maintenant par l'étude de l'exemple que nous avons, les Sœurs de Charité. Et je mettrai une définition très vite des passages parallèles que, bien sûr, Antoine Campagnon, qui était dernièrement un prof au Collège de France, le démon de la théorie et qui a écrit un autre livre très intéressant, La seconde main. L'écriture est toujours une seconde main, une métonymie. Regardez, le démon de la théorie, la littérature, essence commun. Il nous dit cela. C'est la méthode la plus générale et la moins controversée, en somme, le procédé essentiel des études et de la recherche littéraire. C'est quoi? Lorsqu'un passage, c'est comme ça qu'il nous définit le passage parallèle, lorsqu'un passage d'un texte nous pose problème par sa difficulté, son obscurité et son ambiguïté, nous cherchons un passage parallèle dans le même texte ou dans un autre texte afin d'éclairer le sens du passage litigieux. Comprendre, interpréter un texte, c'est toujours inévitablement avec de l'identité, produire de la différence avec du même, de l'autre, nous dégageons des différences sur fond de répétition. La répétition et les différences. Donc, les passages parallèles, c'est quand j'ai une difficulté devant un texte et je recours à un autre texte pour pouvoir justement définir ce texte. Alors, j'ai pris... pourquoi j'ai choisi, nous avons eu à l'étude une douzaine de textes de Rimbaud, mais pourquoi j'ai choisi les Sœurs de Charité? J'ai choisi les Sœurs de Charité d'abord pour une raison, parce que peu d'hermeneutes, peu d'auteurs en critique littéraire ont osé interpréter, ouvrir la lecture de ce texte. À ma connaissance, il existe une étude faite dans un colloque dirigé par Madame Joëlle Gartamine en Italie en 2013 avec une chercheuse italienne qui a fait un travail remarquable sur ce texte. À part cette analyse, à ma connaissance, je ne connais aucune analyse. Il y a une qu'on retrouve sur Google qui vise le niveau première année bac français, mais elle est, on peut dire, elle est lamentable. Alors, la deuxième remarque, c'est que les Sœurs de Charité, et je reviendrai sur les outils, parce que comment, maintenant qu'on a une idée que l'approche intertextuelle, c'est le dialogue entre les textes, un dialogue que le professeur va, à travers son encyclopédie, va ouvrir aux étudiants et leur permettre d'acquérir entre guillemets, cette encyclopédie.
ce dictionnaire. Et les passages parallèles, c'est quand ça s'inscrit dans l'intertextualité, mais quand je recours à un passage, à un autre passage d'un texte d'un auteur pour pouvoir justement confirmer, expliquer la difficulté que j'ai eue dans le texte. Mais il y a les outils. Les outils et on va les voir à travers le texte. Ça, c'est le concept. Les outils, ils sont certainement d'ordre stylistique. On va le voir. Ils sont aussi paratextuels. Intertextuels comme concept, mais stylistiques. Ça veut dire quels sont les éléments linguistiques dans le texte qui vont me permettre justement de lever le voile dans ce dialogue, comment la texture d'un texte, comment la linguistique du texte va pouvoir aussi confirmer. Et troisième position, c'est le paratexte. Ça veut dire le titre qu'on oublie souvent, qu'on escamote toujours, le titre d'un poème, d'un passage, d'un recueil, le titre du recueil, le titre du poème. Ici, donc, le problème qui est encore posé dans les Sœurs de Charité, c'est que le recueil est important. Le recueil est important et je donnerai un exemple. Quand vous analysez un poème, d'abord le recueil est important. Le titre est important, mais le recueil l'est d'autant plus. On prend un poème, on prend le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'il s'en souvient. Je peux déchirer le poème du recueil et le prendre dans un train, le lire. Voilà, le poème, il est en lui-même suffisant pour sa signification. Et pourtant, donc je prends le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'il s'en souvient. Vienne la nuit sans l'heure, les jours s'en vont, je demeure, la main dans la main jusqu'à la fin. Ni amour revient, ni voilà, sous le pont Mirabeau coule la Seine. J'ai dit, tiens, voilà un poème triste. Voilà quelqu'un qui vient devant un pont et qui regarde le pont, il dit voilà, moi j'étais là avant elle, tu vois, et voilà, l'eau il passe et le souvenir il revient pas, c'est comme l'eau. Et donc j'ai dit c'est une élégie, El Bouka al-Atlal. J'ai dit ce sont des pleurs devant des ruines. Le passé, et ce sont des ruines. Mais en prenant en compte le pont Mirabeau, mais en prenant en compte le recueil, j'ai dit alcool. Donc s'il l'a mis dans un recueil, c'est que le recueil c'est une conception esthétique. C'est quoi alcool? J'ai dit alcool, c'est pas le vin. Alcool, c'est l'enivrement. Alcool, c'est l'eau de vie. Donc c'est d'abord l'enivrement, mais en même temps, dans le sens culturel, c'est un remède. L'alcool, l'eau de vie, dans la culture, dans certains pays, c'est un remède. Quand on a le rhume, on prend l'eau de vie. Quand on est malade, on prend l'eau de vie. Mais c'est aussi un enivrement, il fait un effet d'enivrement. Et sur le même coup, la question de l'enivrement, de la signifiance, c'est-à-dire le texte, au-delà de ce qu'il raconte, la perte d'une femme et tout souvenir, quelle référence il a avec d'autres textes. Et je construis une première allusion. Baudelaire, enivrez-vous de vin, de poésie, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise, quand vous voulez qu'il dit l'auteur, le poète, pour ne pas sentir le fardeau de la vie qui pèse sur nos épaules. Enivrez-vous sans trêve, sans arrêt. Et donc déjà la question de l'enivrement, dans l'enivrement, elle se pose. Donc, et j'ai une approche différente à partir du recueil. Mais en même temps, la première facture du poème, elle est élégiaque, il est des pleurs. Mais en prenant en compte ces pleurs, dans un poème dont le recueil annonce l'alcool, c'est-à-dire le remède, et je me rends compte que je ne suis plus dans des pleurs, mais je suis dans du lyrisme. Donc grâce à la poésie, le poète va transformer la douleur en plaisir éternel. Et bien sûr, je retrouve à l'intérieur du texte des éléments linguistiques que je n'aurais pas vus si je n'avais pas pris en compte le titre du recueil. Et comme l'espérance à l'intérieur du poème est violente, je retrouve l'oxymore baudelairienne. Et comme l'espérance est violente, douleur, plaisir. Et comme l'espérance est violente, musicalité. Et donc, je m'arrêterai là parce que je ne vais pas faire l'analyse de ce poème, mais pour vous donner la question de l'importance du paratexte. Ici, dans les Sœurs de Charité, il y a un problème intéressant qui me fait travailler sur les passages parallèles, c'est que ce poème, il a été écrit à l'âge de 16 ans par Rimbaud, il appartient à aucun recueil.
Il appartient ni à Illumination, ni au Cahier de Douai, ni aux Saisons en Enfer. Il n'appartient pas spécialement même si on le retrouve dans l'anthologie, si on va vraiment fouiner dans l'histoire littéraire, ce poème, il est à mon sens inédit. Et donc, première difficulté, c'est que ce poème, il m'oblige à chercher les passages parallèles parce que d'emblée, il me prive de ce rapport de paratextuel qu'on retrouve chez Genette. Paratextualité. La paratextualité concerne tous les éléments périphériques d'un texte qui l'accompagnent, mais ils ne font pas partie de son contenu principal. Le titre, l'année, la préface, et ainsi de suite. Donc, déjà d'emblée. Maintenant, bien sûr, je vais lire le poème, et dès l'entrée du poème, je suis encore à la fois subjugué, mais à la fois perplexe et appelé à trouver une solution. Je vais lire le premier, la première strophe. Le jeune homme dont l'œil est brillant, de la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devait aller nu, et qui le front cerclé de cuivre sur la lune, adorait dans la Perse un génie inconnu. Un génie inconnu, ça me pose un problème. Un génie inconnu. Un génie, c'est quoi un génie? Un génie, c'est un créateur. Donc, qui crée donc un génie inconnu? Donc, est-ce que le poète parle de lui-même? Parce que souvent, Rimbaud est prétentieux. Mais sa prétention, elle est à la hauteur de sa création. C'est un dieu de la poésie. Un génie inconnu. Un génie, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose, qui n'est pas encore connu. Et on peut dire qu'ici, le mot génie, j'ai mis inconnu, c'est-à-dire qu'ici, dans son poème à 16 ans, Rimbaud annonce une poésie prémonitoire, ça veut dire une poésie qui est pour l'avenir. Et d'ailleurs, il a écrit à 16 ans, et 40 ans après, chez les surréalistes, André Breton, dans la préface de son célèbre manifeste des surréalistes, il reconnaît la dette de Rimbaud. Rimbaud a offert à l'histoire de la littérature et de l'humanité des thématiques telles que l'absurde, le rêve que Freud va prendre. Il est prémonitoire, il est avant le temps. Et je peux comprendre un génie inconnu, bien sûr. À l'âge de 16 ans, il savait que ce qu'il est en train de créer, c'est prémonitoire, que personne ne le sait. Personne. Quand je crée quelque chose, ce n'est pas encore connu, il faut du temps pour qu'elle soit connue. Mais le mot qui me gêne le plus, c'est que la Perse, que vient faire ici la Perse? Et bien sûr, très vite, c'est là où les passages parallèles sont d'une aide inestimable. Là, un génie inconnu, Perse, et je n'ai de cesse de rappeler dans ma mémoire le poème de Rimbaud, Conte, que je cite dès son ouverture, je vais citer l'ouverture. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités. Vulgaire, il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait les femmes de pouvoir mieux que cette complaisance généralement de ciel de luxe. Il voulait la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût non une aberration de piété, il possédait au moins assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qui l'avaient connu furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté. On peut voir ici la référence à Baudelaire. Jardin de la beauté, les fleurs du mal. Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles, et voilà. Et à un certain moment, un soir, il galopait fièrement. Un génie apparut d'une beauté ineffable, inavouable. Et on retrouve ici, regardez, beau corps de 20 ans qui devait aller nu, et qui, le front encerclé de cuivre, sur la lune adorait dans la Perse un génie inconnu. Regardez, écoutez, un génie parut d'une beauté ineffable, inavouable, même de la physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple. Et très très vite, je suis face à une ouverture polysémique du mot génie qui va signifier, le génie ça veut dire le magicien. Parce que vous le savez, le génie dans les Mille et une nuits, c'est un magicien.
Et on a souvent, pour s'amuser, on ressort toujours l'histoire de la lampe merveilleuse. Le génie qui sort, qui vous dit qu'est-ce que vous voulez. Et donc, le génie, ça veut dire aussi l'alchimie du verbe. Je est un autre, et je retrouve d'autres textes de Rimbaud. Je est un autre par le dérèglement des sens. J'ai vu à la place d'une usine, une mosquée. Dans le mot phrase, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Et moi, je m'amuse à rappeler la chanson de Kulthum, al-hubbu sukara, mitlana kam jarayna fasabaqna billana. On ne peut pas dépasser nos ombres. Si le poète, c'est un magicien, il retrouve cette magie qui définit la poésie de Rimbaud comme une poésie hermétique. Paul Éluard, après, s'est inspiré de Rimbaud et il a mis au devant de la poésie ce vers fabuleux, « La terre est bleue comme une orange ». Il me dit, la terre est bleue comme une orange, c'est quoi cette histoire? N'allez pas comprendre. Donc la poésie, elle est une incantation. La poésie, elle est une alchimie du verbe. La poésie, à partir de Rimbaud, c'est lui qui a mis en place la poésie, comme les sophies. Regardez le titre, Illumination. Je suis en train de faire des correspondances. Elle se vit pas dans son sens, elle se vit, et on le retrouve dans la fin du conte. Elle se retrouve dans la musicalité, dans l'énonciation, pas dans le sens. La musique, nous dit à la fin du poème Conte, la musique savante manque à nos désirs. Il y a toujours un manque dans la langue. La langue est toujours incapable d'atteindre la poésie. Et bien sûr, nous verrons par la suite comment le poète, à la fin, il avoue son échec devant cette entreprise fabuleuse qui est celle de proposer une poésie que personne ne peut comprendre, mais qui se joue dans l'incantation. Elle se joue dans l'alchimie, comme un Sophie pour qui, d'abord, la spiritualité, elle passe par le chant, par la répétition de mots, non par leur sens à eux. Et bien sûr, qui nous fait retrouver la fin du poème Ouvrier, non, du poème Après le déluge, dans lequel Rimbaud annonce, est-ce qu'avec ironie ou non, la question peut être posée, mais la sorcière n'osera jamais nous dire ce qu'elle sait et que nous ignorons. Même si dans notre poème, il exhibe sa maîtrise du sens, j'ai seul les clés de cette parade sauvage, souvent Rimbaud reconnaît son échec devant une poésie, devant la construction d'un sens à travers la poésie. Et donc, la poésie est hermétique pour lui. Elle est un dérèglement, il le dit, dérèglement des sens. Je dérègle mes sens de manière à ce que je peux, et on retrouve plus tard cela chez les poètes surréalistes à travers l'écriture automatique. Mais s'agissant du poème, cette interaction, ce dialogue entre le poème Les Sœurs de Charité à travers le génie, qui est bien sûr qui est mis en majuscule et qui me rappelle le conte dans lequel le génie chez Rimbaud dans ce conte est celui qui est au devant de la création. Je peux comprendre la difficulté qui est posée dès le départ. Un génie inconnu et le deuxième quatrain, regardez, impétueux avec des douceurs virginales, donc on retrouve ce génie, ce beau génie de Comte, et Noir, fier de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères, pleurent de nuit estivale qui se retournent sur des lits de diamants. Et je ne sais pas qui est cet hermeneute, qui est ce lecteur qui peut nous expliquer, pareil aux jeunes mères, mère avec RS à la fin, pleurent, des pleurs de nuit estivale qui se retournent sur des lits de diamants. C'est une hallucination, c'est une alchimie de mœurs. Il n'y a rien à comprendre. Toute personne qui veut interpréter ce vers dans son sens sémantique
aura passé à côté de l'esthétique rimbaldienne qui veut que je est un autre par le dérèglement des sens, c'est-à-dire la poésie, l'alchimie, l'illumination. Vous atteindez, vous allez atteindre peut-être ce qu'on peut appeler les synesthésies, les réminiscences, les émotions à travers la poésie. Et en convoquant ce que j'ai dit là, les passages parallèles, mais aussi les outils. Les outils pour débouter cette question-là, j'ai besoin de outils. Et donc, c'est quoi les outils? Je lis le poème, et donc je dois le prendre dans sa continuité. Je trouve les correspondances avec bien sûr, Kant. Je trouve une difficulté et je viens de trouver une solution à cette difficulté en convoquant ce poème qui m'a mis sur la trace de l'écriture magique. Le poète n'est pas seulement, le poète est un magicien, ce n'est pas un mage. Chez les autres poèmes, c'est un dieu. Ce n'est pas un dieu, c'est un magicien, il transforme. Et on va là. Il transforme, il peut tout dire. Il peut dire ce que n'importe qui ne peut pas dire. Il est le Dieu de sa création. Et vous l'avez vu, j'ai tendu des cordes d'étoile à étoile, mais ce n'est pas possible. J'ai tendu de cloche à clocher des guirlandons, de fenêtres, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Et je danse. La danse, elle est alchimie du verbe, elle est hallucination. Elle est hallucination. Et bien sûr, j'ai comme repère ce texte. J'ai une difficulté, j'ai pas de paratexte. J'ai le titre « Les sœurs de charité ». Dans le poème, il n'y a aucune sœur de charité. Il n'y a pas de sœur de charité. Sœur de charité, c'est les sœurs qui représentent Jésus, qui représentent la charité. Il n'y a rien de charitable dans ce texte. Et bien sûr, je vais aller très très vite, je lis le poème, j'ai trouvé une solution de cette difficulté au départ où j'avais des doutes, où je ne pouvais pas comprendre. J'ai compris que ici, ce texte, il est métapoétique, c'est-à-dire il annonce, il commente, il a une réflexion sur le sens de la poésie, sur la création, sur ce que pense. C'est un art poétique, c'est-à-dire c'est un texte dans lequel le poète annonce son esthétique poétique. Et donc, oui, un manque. Maintenant, l'outil que j'ai mis au devant de l'analyse, comme je l'ai montré pendant ce semestre, est celui de l'isotopie. L'isotopie, c'est-à-dire les échos. Le retour des échos. Elle n'est pas seulement sémantique, elle est de l'ordre de la signification. Et les utopies, ça veut dire des éléments qui reviennent. Et en scrutant le texte, je suis époustouflé de découvrir des éléments qui reviennent et qui vont renvoyer à d'autres textes, à un autre texte, à un autre poème. Et ces éléments-là, ils sont tellement impressionnants que je ne peux pas les escamoter. Ils deviennent une charpente du texte. C'est quoi ces éléments? C'est la diérèse. Et je reprends le texte. Voilà. Aveugle, je reviendrai sur 1, 2, 3, 4. La 6e strophe. Aveugle, irréveillé aux immenses prunelles. Il parle des femmes. Aveugle, irréveillé aux immenses prunelles. Tout notre embrassement n'est qu'une question. Le mot « question » se retrouve dans un vers de 11 syllabes. Donc, je dois le rallonger. Ça s'appelle une diérèse, rallonger pour faire l'équilibre. Ce n'est pas une question, question. Question. Et je continue, c'est toi qui penses à nous, porteuses de mamelles, nous te berçons charmante et grave, passion. Là encore, nous avons 11, passion. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et les brutalités souffertes autrefois, tu nous rends tous aux nuits pourtant malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme portait un instant l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action, encore ici action, viennent la muse verte et la justice ardente les déchirer de leur auguste obsession. Et donc nous avons en filigrane, nous avons
le texte qui incontestablement est construit sur une progression, une gradation de 3 diérèses. Nous avons action, passion, et nous avons question, passion, action et obsession. Et très vite, bien sûr, c'est ça l'encyclopédie, le lecteur idéal. Comme je connais bien l'œuvre de Les Fleurs du Mal, que j'ai ici dans la version proposée pour les lycéens, qui est annotée, qui est très intéressante, comme j'ai dans ma mémoire, dans mon encyclopédie, une connaissance plus ou moins équilibrée, parce que je ne peux pas dire approfondie, équilibrée des Fleurs du Mal, je sais que Les Fleurs du Mal est comment s'appelle, est une œuvre, est un recueil qui est traversé en filigrane par cet itinéraire. D'abord, action, passion, question, passion, action, obsession. En effet, Les Fleurs du Mal, dès l'ouverture des Fleurs du Mal, le poète, dans le poème qui ouvre le poème, et ici malheureusement dans cette édition-là, il n'est pas complet, dès l'ouverture du poème, au lecteur, le poète annonce son projet qui est celui de l'ennui, dans lequel il dit parmi les scorpions, parmi les chacals, parmi qui boufferaient dans un bâillement, c'est l'ennui. Il annonce l'ennui, c'est-à-dire la thématique proposée par 4 siècles avant lui, par Pascal, celle de l'ennui. C'est l'ennui qui est à la base de la création. Ici, nous le voyons, la question. Nous voyons la question. La question. Aveugle, irréveillé, immense prunelle, regardez. Et je reviens. 3e strophe. Le jeune homme devant la laideur de ce monde, l'ennui. Regardez la question de l'ennui, on la retrouve dans le poème de Rimbaud. Donc il reprend le projet baudelairien qui est celui de la question, c'est-à-dire celui de l'ennui. Le poète aussi s'ennuie comme Baudelaire. Le jeune homme devant la laideur de ce monde tressaille dans son cœur largement irrité, souffrance, et plein de blessures éternelles et profondes, se prend à désirer sa sœur de charité. Et là, c'est extraordinaire. Vous avez, regardez, mais aux femmes, et là, on peut poser la passion. La passion, chez Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, vous avez dès le départ la question qui est posée au lecteur, et vous avez plus tard, dans le poème à une passante, il y a la passion. Devant l'ennui pour Baudelaire, devant cet ennui devant le monde, devant cette difficulté et devant la souffrance, il y a la femme comme toute la poésie. Et Baudelaire, il est classique au sens ouvert du terme. Donc, il reprend l'idée de la femme. La femme est à la base de la création poétique. C'est la femme qui permet au poète d'écrire. Et bien sûr, à une passante, il est là, la rue autour du centre. Il raconte le fait qu'il voit une femme très belle qui passe, mais en même temps, elle lui rappelle qu'elle est fugitive, elle disparaît, donc elle lui rappelle la mort. Ici, la question de la passion, donc Rimbaud, il commence par l'action, donc il reprend. Au fait, qu'est-ce qu'il fait Rimbaud? Il résume tout, il répond à tous les fleurs du mal, il répond. Le fleur du mal est traversé par action, celle de l'ennui, passion, la femme peut résoudre le problème, action, c'est la poésie, une poésie qui est celle de correspondance, on va venir, et obsession, c'est celle de la mort, le désir de la mort. C'est la même chose que fait Rimbaud dans ce poème. Il résume tout, il répond à toute cette charpente en donnant des variantes. Il reprend donc la thématique de la question, qui est celle de l'ennui, il s'ennuie, devant le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, il s'ennuie, il souffre, donc il va aller vers la femme. Mais la femme, regardez, et là il refuse à Baudelaire, il répond à Baudelaire, il révoque Baudelaire, et on le sait souvent, dans la poésie de Rimbaud, il y a une révocation de l'idéal baudelairien, de la passion baudelairienne. Parce que Baudelaire disait
tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et Rimbaud lui répond dans le prologue, je me suis allongé dans la boue et j'ai séché à l'heure du crime. Il évacue. Pour Rimbaud, il n'y a pas d'idéal. Il reprend le thème. Donc, il reprend le thème de l'action et l'a regardé. Il refuse. Donc, il refuse. Regardez le dialogue intertextuel que j'ai, par exemple, à travers cette approche des isotopies, des échos de signification. Oh, mais ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais sœur de charité, jamais, ni regard noir, ni ventre ou d'or, une ombre rousse. Et on a fait je ne reviens pas sur les interprétations, sur les périphrases, ici, qui dévaluent la femme, ni doigt léger, ni sein splendidement formé, aveugle. La femme est aveugle. Comment veux-tu qu'elle réveille le poète, ou qu'elle éveille le poète à la sensibilité? Aveugle et réveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question, n'est qu'une question. Et pour lui, l'embrasement, la rencontre de la femme, elle pose la question, c'est quoi? Quelle poésie? Elle ne peut pas être à la source de la poésie, et on retrouve Kant. Qu'est-ce qui se passe dans Kant de Rimbaud? Il reprend le conte des Mille et une nuits, sauf que chez Rimbaud, Shahrazad n'existe pas. Shahrazad ne vient pas sauver les femmes. Dans Le Prince, on l'a lu tout à l'heure, toutes les femmes qui l'avaient connues furent assassinées. Dans le conte de Rimbaud, il assassine toutes les femmes. Il évacue donc la question de la femme et pose la question de la poésie. La poésie ne peut pas recourir à l'esthétique classique, celle de la muse, de la femme qui inspire. L'avenir, qui a dit que la femme est l'avenir de l'homme. On la retrouve chez les surréalistes. La femme est l'avenir de l'homme. Pour Rimbaud, non. La femme est aveugle, il est réveillé aux immenses prunelles. Prunelles, la métaphore, c'est quoi prunelle? La poésie, immense prunelle. Il n'y a pas d'oxymore. Tout notre embrassement n'est qu'une question. Donc, c'est quoi la question? La poésie. Quelle poésie c'est toi qui prends un nous porteuse de mamelles. Il résume la femme porteuse périphrale, porteur de mamelles. Alors, les mamelles, c'est eux qui produisent le lait pour le bébé. Regarde, ils la réduisent, il l'inscrit dans la laideur. Et on l'a vu, Rimbaud approfondit le thème de la laideur qu'il reprend à Baudelaire, mais il refuse l'idéal. Nous te berçons, charmante et grave passion. Nous te berçons. Le nous, il renvoie à Baudelaire. Quand un poète chante la femme, c'est une grave passion, l'oxymore. C'est une passion, et les oxymores chez Rimbaud sont toujours une ironie, une ironie à l'endroit de l'esthétique baudelairienne des fleurs du mal. Tes haines, tes torpeurs fixes et défaillances et les brutalités souffertes autrefois, et les brutalités souffertes, tu nous prends tous aux nuits pourtant malveillantes, comme un excès de sang épanché tous les mois. Regarde comment il résume la femme. Un excès de sang épanché tous les mois, alors l'excès de sang chez la femme, ça renvoie à la production. Il lui annule tout, et bien sûr, il nous fait retrouver très très vite. Il reprend la thématique des poètes maudits. Regardez, tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances, et les brutalités souffertes autrefois. Nuit pourtant sans malveillance. Nuit, c'est-à-dire là où l'enfant a été conçu pour lui. Il nous fait penser au poète arabe qui dit c'est ce que m'a infligé mon père que j'ai infligé à personne. C'est-à-dire, là, il retrouve Baudelaire dans le sens des poètes maudits, c'est-à-dire, ils regrettent d'être nés. Parce que pour eux, ils sont nés, et on le retrouve, ils sont nés à partir d'une nuit de défaillance, pas d'amour. Et on retrouve le poème, regardez, chez Baudelaire de la bénédiction. Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyeux, sa mère épouvantée est pleine de blasphème, crie son doigt vers Dieu, qui la prend en pitié. Même Dieu a pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'il a enfanté un enfant maudit. Ah, que n'ai-je, regardez ce que dit, ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère, regardez comment elle traite son bébé, plutôt que de nourrir cette dérision, on retrouve la diérèse. Maudite soit la nuit au plaisir éphémère, où mon ventre a conçu son expiation. Et on retrouve ici, à travers un rapport intersexuel, Rimbaud qui s'associe pour reconnaître
qu'il est un poète maudit et que l'action de la poésie, elle vient par la malédiction. C'est parce qu'il est maudit qu'il va essayer de trouver une solution à cette souffrance, hein, même sa mère, il la refuse. Et on la retrouve ici, comme la femme portait un instant l'épouvante. L'épouvante. Hein? L'épouvante, c'est-à-dire elle a porté un enfant. Amour appelle aux vies de chanson, chanson d'action. Et là, on retrouve chanson d'action. Devant cette souffrance, il y a chanson d'action. Une poésie action. Une poésie Baudelaire, il annonce sa poésie. Une poésie chanson. Une poésie, bien sûr, le rapport dans une lecture textuelle, on ne fait pas intervenir la vie de l'auteur, mais tout le monde sait que Rimbaud avait une relation tumultueuse avec Verlaine, sur lequel Verlaine qui a tiré un coup de pistolet sur Rimbaud. Après, il est allé en prison, il a fait son plus beau poème, Le ciel est par-dessus le toit. Et dans tout le cas, ici, on le retrouve, Rimbaud, Verlaine, qui était un accompagnant de Rimbaud, et qui l'a influencé sur une poésie qui est musicale. Et Verlaine nous dit dans Art poétique, jadis et naguère, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vaste et plus libre en l'air, sans rien en lui qui pose et qui pèse. Et on retrouve la musicalité à travers d'abord les diérèses, parce qu'une diérèse c'est musical, action, question, passion, action, obsession. On retrouve dans le poème, dans sa charpente, dans sa construction. Mais on retrouve ici à partir des chansons d'action. Action, ça veut dire quelle poésie devant ce malheur du monde, devant ce spleen du monde. Il n'y a pas d'idéal à Rimbaud. Mais il approfondit le spleen baudelairien. J'ai nagé, je me suis allongé dans la boue. Regardez, donc une poésie qui est chanson. Vient la muse verte, et voilà, et là c'est extraordinaire, vient la muse verte, le délivrer, et la justice ardente, le délivrer de leur auguste obsession. Et là, on tombe sur la finalité du poème, donc, dans lequel Rimbaud, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la trajectoire dessinée par Baudelaire. Baudelaire, dans son recueil, commence, dans le poème au lecteur, par poser la question de l'ennui. Il va plus loin dans le recueil, dans le poème à une passante, définir la femme comme obsession. Rimbaud, il la refuse ici, mais il reprend ce schéma. Et plus tard, dans Correspondance, Baudelaire, qu'est-ce qu'il fait? Il définit sa poésie avec des réminiscences, des synesthésies, des émotions qui sont de l'ordre de l'idéal et du spleen, c'est-à-dire des réminiscences. Pour Baudelaire, le poète est celui qui approfondit le réel fuligineux pour pouvoir le transformer en or, en idéal. Non, Rimbaud, vous l'avez vu, il refuse cette conception de l'idéal. Il va inscrire l'action, ça veut dire sa poésie devant le malheur et le délire du monde, même venant de sa mère et des femmes. Il va l'inscrire dans une muse verte, ça veut dire, les muses vertes, ça peut être qu'on retrouve dans Prologue. Lorsque tu resteras, ien serait écrit le démon. Le démon lui dit, tu resteras dans le délire, tu resteras ien serait écrit, qui me couronna de si aimable pavot, l'héroïne, la drogue. Donc, qui permet au poète, et on le connaît, Verlaine, Baudelaire a été, son recueil a été jugé en 1857 pour débauche et pour pouvoir faire l'éloge des paradis artificiels des drogues, qui permettent pour les écrivains, d'ailleurs les surréalistes aussi recouraient à ces substances illicites. Ils recouraient pourquoi? Parce que pour Rimbaud, pour pouvoir atteindre cette dimension de l'alchimie, il faut dérégler les sens pour pouvoir découvrir la langue dans ce qu'elle a de plus alchimique, de déchirer de leur auguste obsession. Et là, on tombe d'obsession, l'obsession, c'est-à-dire l'idée de la mort, et on la retrouve à la fin du recueil chez Baudelaire. Dans le poème Voyage, et vous pouvez voir, le voyage c'est métaphore de la vie. Dans le poème Voyage, le poète il finit par ce quatrain: Ô mort, vieux capitaine, le vent langue, ce pays m'ennuie. Regardez la question de l'ennui, appareillons-nous. Le poète Baudelaire, à la fin du recueil, vers la fin du recueil Les Fleurs du Mal, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce que la seule solution,
c'est ici, c'est l'obsession. C'est quoi l'obsession? C'est l'inconnu, il le dit, vers l'inconnu. L'inconnu, ça peut être la seule solution. Et on retrouve dans le poème, la musique savante manque à notre désir. L'échec du poète. Toute tentative, même l'action, même la poésie, au bout du compte finalement, il reste une seule solution, c'est celle de l'appel de la mort, parce que derrière la mort, il y a l'inconnu, personne ne sait ce qui se passe, il y a un monde ouvert vers l'obsession, c'est-à-dire l'obsession qui est à la fin du poète, puisqu'il n'arrive pas, il recourt à tous les possibilités esthétiques du langage, mais finalement, la musique manque toujours à notre désir. Notre désir de quoi? De l'éternité. De l'éternité qui nous rappelle bien sûr leur maître. Théophile Gautier, l'école parnassienne, l'art pour l'art. Et ce texte, il est l'art pour l'art. Les dieux eux-mêmes meurent dans le poème art, mais le vers souverain demeure. Et le dialogue, il est palpable dans lequel, parce que la fin du poème, ça finit par « Ô mort mystérieuse » dans les Sœurs de Charité. « Ô mort mystérieuse, ô Sœurs de Charité ». L'apostrophe de Rimbaud est celle de l'appel de la mort qu'on retrouve bien sûr dans Voyage. Et je finirai par cette note, et en résumant, pour montrer comment le poème Les Sœurs de Charité est une réponse à tout l'œuvre, à travers un poème une dizaine de strophes. Rimbaud répond à Baudelaire, et on l'a vu dans d'autres poèmes. Rimbaud entretient une relation ambiguë, conflictuelle avec Baudelaire, qui est son maître et qui nous rappelle cette fin du poète prologue pour consolider notre analyse. Mes chers Satan, je vous conjure, Satan pour lui c'est Baudelaire, une prunelle moins héritée, et en attendant c'est quelques lâchetés de retour. Vous qui aimez dans l'écrivain l'absence de description, l'absence de description et de morale, bien sûr, je vous prie d'accepter grosso modo l'idée qu'il dit, c'est une poésie qui est une sorte d'autobiographie, qui est une sorte de réponse à l'esthétique baudelairienne. Voilà, donc tout cela pour montrer, illustrer juste un exemple. Les exemples sont multiples. On n'a pas cessé durant tout ce semestre de les multiplier à travers les poèmes que vous avez, prologue, Aube, magicien, qu'on retrouve ici, le poète magicien, et je le vais un à un. Une rose, la rose, une fleur qui me dit son nom, la fleur lui parle, le magicien. Et voilà, donc j'espère que vous avez juste des outils de réflexion pour pouvoir consolider vos connaissances sur les textes que nous avons étudiés ce semestre en classe. Je vous remercie et vous souhaite bon courage.